1486, peu avant la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, un moine dominicain relate une scène étrange dans ses mémoires. Le missionnaire et historien espagnol Diego Durán vit alors au Mexique. Il a quitté son pays natal à l'âge de 5 ans pour une grande mission. Il travaille à l'évangélisation de populations indigènes. Pour mieux comprendre l'idolâtrie de ces populations aux divinités locales, il étudie leur culture. Dans l'un de ses récits de voyage, il témoigne de la consommation de champignons hallucinogènes dans ce pays. Il relate même qu'en 1486, des champignons psychotropes, appelés chair des dieux, sont servis lors du couronnement d'un empereur aztèque. Un moine franciscain du nom de Bernardino de Sahagún nous fait parvenir un témoignage saisissant de la consommation de ces champignons. Ils mangèrent ces petits champignons avec du miel et commencèrent à être excités, à danser. Certains chantant, d'autres pleurant. Certains ne voulaient pas chanter. Ils s'assirent dans leur coin et y restèrent, comme pris d'un besoin de méditer. Certains se virent mourir dans leur vision et pleurèrent. D'autres seront dévorés par une bête sauvage. Lorsque les effets des petits champignons s'estompèrent, ils parlèrent entre eux des visions qu'ils avaient eues. De nombreux manuscrits datant de la conquête espagnole illustrent des champignons en train d'être mangés par des divinités. Et en Amérique centrale, des centaines de statues en forme de champignons datant du 2e millénaire avant notre ère ont été découvertes. Elles sont le témoin du rôle central que jouaient ces champignons dans cette culture. Cependant, selon l'écrivain anglais Terence McKenna, la consommation de ces champignons remonterait à des temps bien plus anciens. Selon cet auteur, ces champignons hallucinogènes seraient à l'origine de l'évolution biologique, culturelle et spirituelle de l'homme il y a 50 000 à 70 000 ans. Ils auraient pu conduire à une évolution plus complexe du cerveau humain, lui permettant de développer notamment le langage, l'introspection et la spiritualité. Les champignons seraient-ils cet arbre de la connaissance décrit dans la Bible ? Seraient-ils porteurs d'une folle sagesse ? Je vous propose de découvrir cela dans ce film. Mais avant d'aller plus loin, vous vous demandez peut-être qui je suis pour vous raconter tout cela. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Samuel Tessier et je suis le fondateur du Café des Guerriers. Si je suis engagé dans cette aventure, c'est parce que je suis convaincu que les champignons peuvent nous aider à créer de la magie dans notre monde, en le rendant plus vivant. Sur les hauteurs d'un village pyrénéen, il y avait un chemin. Celui-ci s'était frayé un passage entre les arbres. Délaissé par les services de voirie, il laissait pousser une traînée d'herbes fraîches tout le long. Jalonné de quelques habitations discrètes, il descendait en serpentant à flanc de colline. Au bout du chemin se trouvait une palombière construite par des chasseurs. 100 mètres plus haut se tenait une maison surplombée d'un chêne. C'est ici que j'ai grandi, dans cette atmosphère de campagne. Mes souvenirs d'enfance sont peuplés d'arbres, de ruisseaux et de champignons. Je me souviens des cueillettes dans la forêt familiale. À l'automne, nous descendions dans le bois avec mon frère et mon père à la recherche de cèpes ou de girolles. Les odeurs de terre, de bois humide embaumaient nos narines et des chants d'oiseaux accompagnaient nos explorations dans un cortège royal. Lorsque nous tombions sur un champignon, j'étais saisi d'une émotion spéciale, celle de la découverte d'un monde, à la fois étrange et fascinant. Le soir était l'occasion d'un festin. Mon père rassemblait les champignons de la cueillette pour en faire une grande omelette. De cette mémoire vivante s'éveille aujourd'hui une curiosité. Que reste-t-il de ce monde mystérieux ? Et si les champignons avaient quelque chose à nous dire ? Dans ce documentaire, je vous emmène dans une aventure au-delà du visible, vers un monde à la fois étrange et fascinant. Je vous emmène sur des chemins de campagne. Vous savez, ces chemins à l'abandon qui ne mènent parfois nulle part. Ces chemins où l'on marche sans but précis, où l'on vient parfois à se perdre. Mais avant d'aller plus loin, vous vous demandez peut-être d'où vient cet appel pour les champignons. Tout a commencé par la relecture d'un livre de Jules Verne l'hiver dernier, Le voyage au centre de la Terre. Vous vous souvenez peut-être de ce roman ? Celui-ci a bercé l'enfance de plus d'un d'entre nous. Dans Le voyage au centre de la Terre de Jules Verne, le professeur Lidenbrock, accompagné de son neveu Axel, s'engage dans une folle aventure. Ils partent explorer le centre de la Terre. Pour cela, ils descendent dans les profondeurs d'un volcan islandais. Ils y découvrent alors une forêt de champignons géants. D'où viennent ces champignons ? Est-ce que ces champignons de la taille d'un immeuble ont vraiment existé ? Dans
Voyage au centre de la Terre avec Jules Verne, on a le champignon typique avec son pied, son chapeau, et qui est vraiment géant, qui sont vraiment des tours naturelles, on va dire, ou des immeubles fongiques. Alors j'ai oublié le nom de ce truc-là, mais je crois que c'est quelque chose comme Prototaxites ou un truc comme ça, c'est vrai que les fossiles ont été considérés comme étant des champignons géants. Après analyse, il s'avère que les tissus qu'ils composaient étaient vraiment homogènes, donc ça montrait que, en effet, il y avait probablement tout un organe vraiment unique. Donc ça peut faire penser à une matière fongique, un mycélium, plus exactement, ça peut faire penser à un sporophore. Mais ils ont également découvert que cet être vivant-là ne pouvait vivre probablement que grâce à la photosynthèse. Ce qui a fait penser aux chercheurs que c'était plutôt un espèce de lichen géant, en fait, avec des algues qui auraient tapissé la surface et tout le mycélium du champignon qui aurait composé l'intérieur. Donc ça aurait été plutôt un biofilm, donc quelque chose de plat, mais qui aurait été roulé par le vent ou par les courants marins, donc un espèce d'agrégat de champignons et également d'algues. Donc champignons géants dans le sens le grand parasol avec le pied et le chapeau, non, mais champignons géants dans le sens où ça a été de la matière fongique qui a été agglomérée pour faire un gros tas. Oui, apparemment le fossile penche plutôt dans cette direction-là. Mais en fait, les champignons géants existent encore, c'est juste qu'on ne les voit pas. Et c'est le cas de l'armilière, je crois que c'est l'armilière couleur de miel, qui pousse dans une forêt d'Amérique du Nord, qu'on a estimé être l'organisme vivant le plus grand. Le plus grand au monde, il est sous la terre, il court sous une forêt entière, et sans lui, justement, la forêt ne pourrait pas vivre. Selon des études scientifiques, des champignons géants ont peuplé la Terre il y a 400 millions d'années. Il s'agissait plus précisément d'une symbiose d'algues et de champignons. On estime aujourd'hui que c'est il y a 450 millions d'années que, en fait, dans les alluvions, c'est-à-dire les sédiments meubles aux abords des rivières, donc quand vous avez une rivière, vous avez de l'érosion accélérée par l'eau, et bien, il y a des microparticules qui vont s'amonceler sur les berges. Les champignons vont coloniser ces alluvions-là et permettre en fait petit à petit à des algues de se sortir de l'eau, parce que en fait la contrainte majeure quand on est hors de l'océan, c'est la dissécation, c'est la sécheresse en fait. Là où on est dans un environnement où il y a pléthore d'eau, et ben là on se retrouve dans un environnement qui va être très sec, et dans cet environnement-là il va falloir gérer justement comment est-ce qu'on fait pour récupérer de l'eau, comment est-ce qu'on fait pour récupérer également des minéraux, parce que l'eau de mer c'est une solution avec beaucoup de sel forcément, mais il y a aussi beaucoup de magnésium, beaucoup de calcium, un pH très élevé, il y a plein de minéraux en permanence, donc c'est même pas une question de savoir les récupérer. Et ben là sur Terre, les premiers challenges, c'est comment est-ce que je fais pour ne pas me déshydrater, récupérer de l'eau, et comment est-ce que j'ai accès à des minéraux. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a une symbiose qui se met en place entre ces êtres autotrophes, que sont les algues, et les champignons. Et donc l'algue, le partenaire algue, va apporter justement cette capacité de photosynthèse pour fabriquer de la matière organique, et le champignon, lui, va aller chercher l'eau et les nutriments pour que l'algue n'ait pas de problème sur la terre émergente. Et donc ça, c'est un shift, c'est un changement de paradigme qui est absolument colossal pour la planète. Le champignon n'est ni une plante, ni un être humain. En fait, le champignon, il a un cycle de vie, comme nous, comme les plantes d'ailleurs, et dans son cycle de vie en fait ce qu'on voit, la partie perceptible, c'est le carpophore, c'est-à-dire le champignon qui sort de terre, et ça c'est en fait juste une structure sexuelle qui correspond à 5% de son existence. Les 95 autres pourcents en fait il va les passer sous forme de mycélium sous la surface du sol, et en fait ce mycélium là c'est une espèce de toile, une espèce d'arrangement, arborescence en fait de cellules tubulaires qui vont se fusionner et se ramifier, et en fait le champignon, ça a cette forme de réseau finalement qui est extrêmement importante et qui est en fait capitale pour comprendre aussi comment fonctionnent les écosystèmes, parce que dans le principe fondamental de l'écologie en fait c'est l'étude des interactions entre l'environnement et les différents organismes, et en fait cette forme de réseau là, forcément qu'elle connecte tous les organismes et l'environnement. Donc le champignon en fait c'est cette pierre angulaire,
c'est cette incarnation du principe écologique finalement par cette forme de réseau et ce mycélium qui est sous le sol. Les champignons sont des bienfaiteurs silencieux. Sans que vous le sachiez, ils œuvrent pour vous. Et même si vous ne les voyez pas, ils sont pourtant partout. Depuis des centaines de millions d'années, les champignons relient les arbres et d'autres plantes dans un gigantesque réseau souterrain. Ce réseau a permis aux plantes de sortir de l'eau et de se développer il y a 500 millions d'années. Ce réseau nourrit la Terre. Il nous permet de vivre dans ce monde. En fait, même dans notre société moderne, là, on commence à voir l'émergence de la forme de réseau. On est obligé de passer par la science des réseaux aujourd'hui pour parler d'algorithmes, d'intelligence artificielle, de finance, de propagation des virus, d'épidémiologie, Internet au global, qui est un réseau en fait. Et en fait, les grands maîtres de la forme du réseau, c'est les champignons. Donc on va être obligé de passer par la case étude des champignons pour comprendre comment est-ce qu'on fait pour nous perfectionner notre science. La preuve en est des expériences qui ont été faites avec le mycélium, où en fait quand on met du mycélium dans une zone neutre, il va commencer par explorer de manière très uniforme cette zone-là, envoyer ce qu'on appelle des ifs, donc c'est des petites cellules très très fines qui sont 5 fois plus fines qu'un cheveu humain, et qui vont donc en fait comme ça explorer le sol de manière assez homogène. Et dès qu'en fait elles vont trouver une source de nourriture, en fait il va y avoir une intelligence collective qui va se mettre en place, qui va dire ok bon les gars, là quand vous allez par là en fait vous allez rien trouver, donc arrêtez cette exploration là, réorganisez-vous de ce sens là, parce que de ce sens là vous allez tomber sur de la nourriture. Et donc en fait il y a à la fois cette capacité en fait à explorer le milieu de manière uniforme comme une troupe d'individus le ferait, dans une espèce de battue, si on prend une métaphore de la chasse, une espèce de battue comme ça d'ifs qui explore le sol, et puis en même temps dès qu'on a trouvé quelque chose, en fait tout le monde se réorganise pour traquer le gibier, si je continue dans cette métaphore de la chasse. En Occident, de nombreux récits mythiques font référence aux champignons dans les origines du monde. C'est le cas notamment du récit de la création de Mycène à l'âge de bronze. Le personnage à l'origine de cette histoire de la mythologie grecque est le héros Persée, fils de Zeus. Fatigué par un long voyage, Persée décide de faire une pause près d'une rivière. Il y trouve alors un champignon dont il utilise le chapeau pour boire l'eau de la rivière. Voyant que cette région est propice à la vie, il décide alors de créer la ville de Mycène. Depuis cette histoire, les champignons représentent en Grèce antique la main des dieux. Ils sont capables de nourrir les hommes lors des périodes de famine ou de les intoxiquer. Ils se rapprochent de l'image du dieu romain Janus, dieu du passage et des portes. Dans la tradition chinoise et japonaise, les champignons tiennent un rôle tout aussi important dans la culture. Ils sont même souvent associés à l'immortalité. Est-ce que vous vous souvenez de l'étrange histoire de Benjamin Button ? C'est un film où Brad Pitt rajeunit tout au long de sa vie. Le thème principal, c'est l'immortalité, un sujet qui inspire l'humanité depuis ses débuts. Cette quête parcourt l'histoire de l'Empire du Milieu. Au cours de l'Antiquité chinoise, des sages taoïstes s'étaient lancés dans des recherches et expérimentations pour augmenter leur longévité. Pour atteindre la jeunesse éternelle, ils avaient mis au point des techniques de nutrition, de méditation et de visualisation, incluant même la sexualité. Cette quête d'immortalité est souvent exprimée dans la peinture de paysages en Chine impériale. Un tableau du peintre Lu Zhe, datant de la dynastie Ming, décrit une cueillette aux champignons d'immortalité dans les monts Tianshe, près de la ville chinoise de Suzhou. Nous apercevons un moine taoïste accompagné par son disciple qui parcourt la montagne à la recherche de champignons d'immortalité. Mais quel est ce champignon ? En Asie, que vraiment les champignons ont été reconnus pour leur vertu thérapeutique, notamment dans le traité de phytothérapie. Donc en 200 ans avant Jésus-Christ, on retrouve les premiers écrits sur des champignons comme le reishi, où des champignons étaient répertoriés, systématisés, et on décrit des utilisations. Et ensuite, c'est dans le traité de matière médicale qui a été décrit plus de 270 champignons différents. Et depuis, les champignons sont utilisés en Asie, sont inscrits dans la pharmacopée chinoise. On les utilise surtout en Chine et au Japon pour leurs vertus thérapeutiques. Le champignon d'immortalité est connu aujourd'hui sous le nom de reishi. Ce champignon était réputé dans les milieux taoïstes pour avoir un pouvoir spirituel. Ils ont souvent été associés à des divinités ou à l'immortalité parce qu'ils avaient vraiment en fait
C'est les peuples anciens, en fait, à chaque fois, comme c'était des champignons très rares à trouver à l'état sauvage, du coup, ils le considéraient comme de la nourriture de Dieu. En fait, c'était une chance de pouvoir trouver des champignons dans la nature. Et puisqu'ils avaient des vertus thérapeutiques incroyables, on leur donnait du coup cette notion en fait de Dieu nous a mis à disposition cette nourriture pour l'homme, cette médecine pour l'homme. Et surtout, comme ils étaient très rares aussi à trouver à l'état naturel, ils étaient souvent réservés à la noblesse. Et ils avaient donc le champignon de l'immortalité, il avait vraiment cette vertu d'apporter longévité à celui qui le consommait. Des récits racontent que les moines le consommaient dans le cadre de leurs pratiques spirituelles afin de nourrir le corps et l'esprit. Dans une autre culture, un champignon porte traditionnellement le nom de champignon d'immortalité ou don de Dieu. Il s'agit du chaga. Le chaga serait utilisé depuis le XIe siècle dans la pharmacopée traditionnelle des peuples sibériens. Le nom chaga est issu d'une langue du nord de l'Oural, à l'ouest de la Sibérie. Ce serait le peuple autochtone, Khanty, qui serait à l'origine de ce nom. Les Khanty le buvaient habituellement en infusion afin d'améliorer leur résistance au froid et à la fatigue. Ils faisaient même commerce du champignon avec les Russes. Ils en auraient vendu au Moyen-Âge à l'empereur russe Vladimir II Monomaque afin de soigner une affection à la lèvre. Un autre récit mythologique raconte l'usage du champignon dans un élixir d'immortalité. Les champignons, c'est vraiment l'avenir, ou un des avenirs, sinon l'avenir des médecines naturelles, on va dire, et même de la santé en général, puisqu'on trouve parmi les champignons, pardon, le chaga. Le chaga, qui est un champignon très réputé dans le nord de la Chine, en Sibérie et au Canada, chez les Amérindiens du Canada, où les sites où pousse le chaga sont des sites sacrés. Le chaga, c'est le plus puissant antioxydant connu à l'heure actuelle, tout confondu. C'est-à-dire qu'il y a un indice qui s'appelle l'indice ORAC, qui mesure, ORAC, O-R-A-C, qui mesure le pouvoir antioxydant d'une matière naturelle, d'un produit. Et le chaga est en tête. Au Brésil, un autre champignon possède une telle réputation, l'Agaricus blazae. Celui-ci appartient à la pharmacopée traditionnelle où il est considéré comme un champignon de longue vie. Les Brésiliens le surnomment champignon du soleil ou champignon de Dieu en raison de ses bienfaits pour la santé. On peut imaginer que ce nom vient du culte solaire dans les civilisations précolombiennes d'Amérique du Sud. Est-ce que ces champignons sont vraiment bons ou non pour la santé ? Quelle est l'origine médicinale des champignons ? Et j'aime bien cette phrase de dire que les champignons peuvent nous nourrir, ils peuvent nous soigner, ils peuvent nous tuer, ils peuvent nous faire planer. Alors c'est comme dans tous les systèmes des êtres vivants, il y a du bon, il y a du mauvais. Il y a des bons champignons et il y a des champignons aussi qui sont toxiques, mais ça représente que très peu de champignons au final. Il y a beaucoup plus de comestibles qu'on ne pense. Pourquoi les champignons sont aussi bons pour la santé ? C'est grâce en fait à ils sont très riches en nutriments, donc en macro et micronutriments. Ils ont beaucoup de molécules aussi actives dans leur structure. Donc on va avoir des vitamines du groupe B par exemple, vitamine B1, B2, B3, en fonction des champignons on va trouver différents types de profils nutritionnels différents. Ils vont avoir de la vitamine C, ils contiennent de l'ergostérol, donc ergocalciférol, c'est un précurseur de la vitamine D. Donc ça va nous aider nous à produire naturellement plus de vitamine D. Ils vont contenir des acides aminés essentiels. Donc acides aminés essentiels, ça veut dire que nous on n'est pas capable de les synthétiser par nous-mêmes, donc on l'apporte par l'alimentation. Et notamment je pense à un acide aminé essentiel qu'on connaît trop peu, pourtant il a été découvert il y a plus de 100 ans maintenant. Ça s'appelle la L-ergothionéine. La L-ergothionéine, c'est un acide aminé essentiel qui rentre dans plein de réactions de notre corps. C'est un super antioxydant en fait, c'est un des antioxydants les plus puissants du monde végétal on va dire. Et on en a besoin vraiment pour survivre, ça joue dans notre corps sur l'oxydation des lipides, sur l'énergie au niveau de nos mitochondries, ça élimine les neurotoxines, ça absorbe, ça chélate on va dire, donc ça vient attraper les métaux lourds dans le sang pour leur évacuation. Ensuite ils vont avoir des différents types de polysaccharides, notamment ce qu'on appelle les bêta-glucanes. Et les bêta-glucanes, c'est vraiment des molécules qui vont venir interagir avec notre système immunitaire
en activant et en augmentant la prolifération de nos cellules immunitaires pour venir en fait détecter les virus, les bactéries, aller attaquer par exemple des cellules cancéreuses, parce qu'on produit naturellement des cellules cancéreuses tous les jours, et au moment donné, quand on développe un cancer, c'est qu'on a un déséquilibre au niveau de notre capacité à venir détruire ces cellules cancéreuses, et donc les champignons vont nous aider à prévenir de certaines maladies, de certains cancers grâce à ça notamment. Ils vont avoir des enzymes, ils vont avoir ce qu'on appelle des protéoglycanes, qui ont un peu la même action que les bêta-glucanes, mais beaucoup plus puissantes. En fait, ils vont envoyer des messages comme un leurre au niveau de notre système immunitaire, comme s'il y avait un intrus en fait dans notre corps pour qu'il vienne combattre, et donc du coup envoyer dans le sang, dans notre système, tous les petits sentinelles, donc les cellules NK, toutes les molécules qui vont venir détecter les pathogènes dans notre corps, et donc du coup rendre notre corps beaucoup plus alerte face à une menace en fait. Et après, ils ont aussi ce pouvoir, parce qu'on parle beaucoup des adaptogènes, ils ont vraiment ce pouvoir adaptogène. C'est vraiment soit en fait en fonction du moment où tu le prends de la journée, en fonction de comment est ton état actuel. Si tu es plutôt déficient, il va venir te stimuler. À l'inverse, si tu es trop efficient, et par exemple dans tout ce qui est maladie auto-immune, donc c'est ton système immunitaire qui se retourne contre toi, le champignon va venir apaiser, va venir calmer tes systèmes en fait. Parce qu'ils vont travailler à la fois sur la réponse du système immunitaire inné, donc c'est le système immunitaire qu'on acquiert à la naissance en fait, et qui est notre première ligne de défense. Et après ils vont aussi jouer sur ce qu'on appelle le système immunitaire adaptatif, donc la réponse immunitaire adaptative, où là c'est quelque chose qui se met en place plus lentement, mais par contre qui a une mémoire immunologique et qui va venir du coup aussi attaquer les agents pathogènes. Et ils vont aussi du coup, en jouant sur ces deux systèmes, venir réduire l'inflammation qui est liée à cette activation de notre système immunitaire, pour éviter l'inflammation chronique qui pourrait abîmer certains de nos organes sur le long terme. On peut parler de nutraceutique en fait, un côté vraiment alimentaire très intéressant, avec beaucoup de nutriments bons pour la santé, et à côté vraiment une mini-pharmacie virtuelle dans un champignon qui peut venir nous aider à prévenir et traiter ou accompagner au traitement de certaines maladies et de certains cancers. L'utilisation médicinale des champignons remonterait à l'époque du néolithique. Le 19 septembre 1991, dans un glacier des Alpes, un couple de randonneurs fait une découverte révolutionnaire pour l'histoire de la mycothérapie. Ce couple découvre un homme momifié ayant vécu vers 3200 avant Jésus-Christ, à l'époque du néolithique. Cet homme préhistorique, baptisé Otzi par les chercheurs, porte une besace contenant des morceaux de champignons. Otzi en fait transportait avec lui deux types de champignons dont il se servait, alors très probablement pour se soigner, mais également pour allumer son feu. Donc ça nous montre aussi que l'usage des champignons a été indispensable à nos ancêtres pour pouvoir survivre dans un monde où la civilisation n'était pas encore ultra développée. Donc nos ancêtres chasseurs-cueilleurs en avaient besoin aussi pour leurs besoins de tous les jours finalement. Donc pour moi, voilà, les champignons ils sont vraiment entre les deux, parce que d'un côté ils vont dégrader la vie, mais de l'autre côté ils vont également porter la vie et assurer que la vie puisse se perpétrer dans des conditions de survie, comme on pourrait le dire. Alors pour allumer un feu, ici on va utiliser la trame de l'amadouvier que l'on va ébouriffer pour qu'elle puisse recueillir les étincelles issues de la percussion d'un silex avec ce qu'on appelle un briquet. Donc ici c'est un morceau d'acier. Ça a été produit depuis l'âge des métaux par nos ancêtres, parce que ça permet d'obtenir des étincelles vraiment de bonne qualité. Sinon avant, on pouvait utiliser également des minéraux ferreux comme la pyrite ou la marcassite. Donc on va produire des étincelles avec ça. Les étincelles vont produire une braise sur l'amadouvier. L'amadouvier embrasé, on va le mettre à l'intérieur d'un nid fibreux. Ici j'ai rajouté des petites graines de clématite, des écorces externes de bouleau, pour permettre d'augmenter la température à l'intérieur du corps et de pouvoir provoquer l'inflammation en fait, des fibres. Donc c'est comme ça qu'on obtiendra des flammes.
Pourquoi les champignons sont tombés dans l'oubli ? En Asie, les champignons médicinaux figurent dans la pharmacopée chinoise et japonaise depuis plus de 2000 ans. Les premières traces d'un usage médicinal des champignons remontent au Japon en 199 avant notre ère. Les Chinois font cadeau à l'empereur Shuai de shiitake afin de manifester leur respect. En Europe, les traditions médicales populaires utilisent aussi les champignons depuis des temps anciens. Les chamans et les druides ont connaissance à l'époque des propriétés thérapeutiques des champignons. Et en Grèce antique, le grand médecin Galien de Pergame réalise déjà à l'époque des préparations à base de champignons médicinaux. Or, à la fin de l'époque romaine, puis sous la dynastie mérovingienne et carolingienne, l'usage des champignons est diabolisé au fur et à mesure du remplacement du druidisme et des religions antiques par le christianisme. Le savoir médiéval a longtemps considéré les champignons comme de la sorcellerie ou qui étaient utilisés pour des rituels hérétiques, et donc du coup on a un petit peu mis de côté cette médecine-là. Et ensuite, on a eu des catastrophes sanitaires liées à certains champignons, donc le mildiou qui a causé des problèmes sanitaires, notamment sur la pomme de terre et la vigne. Et donc du coup, il y avait eu des crises de famine, notamment en Irlande. Puis, au XIXe siècle et début du XXe siècle, l'avènement de la science moderne fait passer les médecines naturelles au second plan. La médecine classique prend le pas sur les traitements à base de plantes et champignons médicinaux. La mycothérapie acquiert ses lettres de noblesse en Occident grâce au travail du mycologue Paul Stamets. Cet auteur américain ouvre la voie à la mycothérapie à la fin des années 1990 en publiant 2 ouvrages importants, Growing Gourmet and Medicinal Mushroom et Myco-Medicinal, An Informational Treatise on Mushroom. L'invention ainsi que la définition du mot mycothérapie seraient attribuées à ce passionné de champignons. En France, de grands progrès ont pu être faits en mycothérapie grâce aux travaux du naturopathe Alain Tardif ainsi qu'aux travaux de recherche du médecin et gastro-entérologue le docteur Donatini. La mycothérapie, c'est une réflexion que j'ai menée en me disant mais moi qui suis passionné de phytothérapie et de botanique, mais aussi de mycologie, pourquoi il n'y a pas la même chose avec les champignons? Et donc j'ai commencé à creuser la mycothérapie suite à mes études de naturopathie, en me basant sur l'idée que les champignons faisaient des mycorhizes avec des arbres et par ce biais-là donnaient des antibiotiques aux arbres qui les renforçaient. Et donc il y avait un échange et les arbres leur donnaient des sucres que les champignons ne savent pas fabriquer. Donc je m'étais dit, mais pourquoi les antibiotiques des arbres ne trouveraient pas utilité aussi auprès de nous? Pourquoi il n'y aurait pas des antibiotiques pour les humains également, ou pour les animaux? Bon. Et donc j'ai creusé la mycothérapie, je suis tombé sur des usages traditionnels de champignons médicinaux. D'ailleurs, dans le club mycologique dont je faisais partie, on m'avait expliqué que 2-3 espèces étaient hypoglycémiantes, par exemple. Donc ça m'avait fait un peu tilt dans mon esprit. Hein. Et donc j'ai creusé, puis j'ai peu à peu découvert tout un univers médicinal que je ne connaissais pas et que j'ai creusé. Mais les champignons, s'ils disparaissent, c'est l'entretien des sols qui disparaît. Donc ça peut être encore pire. C'est la santé des arbres qui est atteinte, parce que les pollinisateurs en général ne pollinisent pas les arbres pour la plupart. Hein. Beaucoup d'arbres se pollinisent par le vent, mais ils ont besoin des champignons pour la plupart. Ils vont développer des mycorhizes, et ces mycorhizes permettent d'entretenir les champignons, mais aussi d'entretenir les arbres. Donc c'est très important, les champignons. On ne se rend pas compte, et en plus, non seulement c'est très important, mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est probablement la solution à la dépollution des sols. Donc ils sont à la fois ils sont la solution, et s'ils disparaissent, ça sera le problème. Donc faisons du champignon la solution de notre avenir. Saviez-vous qu'un champignon pouvait être fort comme un dragon et fragile comme une fleur? Le coprin chevelu est une espèce de champignon comestible capable de traverser le bitume.
Ce champignon peut même soulever des dalles extrêmement lourdes. Et paradoxalement, ce champignon n'est pas fait d'un matériau particulièrement résistant. Le coprin chevelu est même particulièrement fragile. Si vous le laissez dans un bocal, sa chair tombe vite en déliquescence. Elle passe d'un blanc vif à un noir couleur encre en seulement 72 heures. En vieillissant, ce champignon noircit et perd de sa texture et de sa saveur. Le champignon n'est alors plus comestible. C'est pourquoi le coprin chevelu s'apprécie jeune et extra frais, juste après la cueillette. Quel est le secret de la force des champignons ? Eh bien, les champignons ont survécu grâce à leur capacité d'adaptation extrême. Il y a une espèce de champignon qui illustre bien cette capacité de transformation extrême à l'environnement. C'est le matsutake, ou Tricoloma matsutake. Il s'agit d'un champignon japonais à la réputation de dur à cuire. Il aurait notamment survécu aux heures les plus sombres de l'histoire du XXe siècle, car il serait la première créature vivante à sortir du sol d'Hiroshima après la bombe atomique. Aujourd'hui, ce champignon est recherché dans le monde entier pour sa saveur unique. Il est un délicieux comestible au parfum de pin, de poivre et de cannelle. Vous pouvez en trouver dans les épiceries fines japonaises. Et le plus génial, c'est qu'il possède aussi de nombreux bienfaits. Il serait également un trésor anti-âge pour la peau et le cerveau. Selon le biologiste Merlin Sheldrake, le pouvoir des champignons vient de leur capacité de transformation. Ce sont des magiciens du métabolisme. Le métabolisme étant l'art de la transformation chimique. Ils sont capables de transformer n'importe quel obstacle en ressource pour croître et se développer. C'est pour cette raison que certains champignons peuvent prospérer dans des environnements très variés et parfois très hostiles. Ils pourraient même nous aider à conquérir l'espace. À défaut de nous emmener sur Mars, certains champignons s'utilisent pour explorer l'esprit. Un texte sacré de l'hindouisme, le Rig Veda, mentionne à plusieurs reprises une boisson rituelle appelée soma. Selon ce récit, le soma joue un rôle important dans la création du monde par les dieux. Cette boisson est placée à l'origine sur la montagne par Varuna, ordonnanceur de la terre. Puis elle est consommée par Indra pour faire de lui le roi des dieux et lui permettre de vaincre Vritra, un dragon retenant les eaux, empêchant ainsi de poursuivre la création du monde. Le soma était censé donner l'immortalité aux dieux du panthéon hindou. Cette boisson est ensuite passée dans la culture humaine par l'intermédiaire de prêtres lors de cérémonies rituelles. Vous vous demandez peut-être ce que contenait cette mystérieuse boisson ? Eh bien, selon l'auteur Gordon Wasson, la base de ce breuvage était un champignon du nom d'Amanita muscaria. Un champignon qui se développe de façon symbiotique avec les pins et les bouleaux dans une grande partie de la zone tempérée du Nord. L'utilisation de ce champignon n'est pas si rare. Elle est également utilisée dans la tradition Sami par un personnage du nom de Santa Claus, à la fois guérisseur, prêtre et messager. En automne, Santa Claus partait cueillir de mystérieux champignons psychédéliques appelés Amanita muscaria. Il trouvait ce champignon sous un conifère bien connu des forêts du nord de l'Europe, l'épicéa. Cependant, en raison de la teneur en eau de ces champignons, le chaman devait les faire sécher pour pouvoir les consommer. Pour cela, le personnage de Santa Claus faisait sécher ses champignons à la lumière du soleil en les accrochant aux branches de l'arbre. Et lors des périodes hivernales, il faisait des tournées de tribu en tribu pour initier les hommes aux vérités de ce monde grâce à ce champignon. Pour parler de l'Amanita muscaria, l'Amanita tumouche, c'est une des hypothèses sur le mythe de Noël. En fait, ça serait que ces tribus en fait, non chrétiennes fêter le solstice hivernal en consommant de l'Amanita tumouche et donc l'Amanita tumouche en fait a des propriétés antéogènes comme la psilocybine et donc en fait ce qui se serait passé et pourquoi est-ce que ça serait apparenté au mythe de Noël, c'est que déjà il y a les couleurs rouges et blanches de l'Amanita tumouche qui font penser aux vêtements du Père Noël. Il y a aussi le fait qu'en fait l'Amanita tumouche c'est un champignon qui apparaît à l'automne. Donc en fait, pour pouvoir le consommer en décembre, il faut le sécher. Donc on va le sécher comment ? En fait, en étendant les chapeaux, en les faisant dessécher sur un sapin, sur un arbre ou un truc comme ça. Donc en fait, il y a cette côté un peu guirlande de Noël. Et puis en fait, finalement, le Père Noël, ce serait le chef du village qui passe dans les huttes distribuer les chapeaux d'amanite
pour que tout le monde puisse profiter de ce moment de Noël pour triper ensemble. Si on parle d'origine, ça remonte à l'aube de l'humanité. Les premiers peuples chamaniques ont utilisé les psychédéliques, y compris les champignons psychédéliques d'ailleurs, dès le début de leur pratique. On estime même que c'est grâce aux champignons que l'homme a pu acquérir son développement cognitif, les habiletés de langage. C'est la théorie du singe stoned ape, le singe ivre. Après, on retrouve ça dans toutes les religions polythéistes, les proto-religions, les religions monothéistes. On trouve ça chez les Grecs dans les écoles à mystère de l'Antiquité grecque, notamment le mystère de Dionysos ou le mystère d'Éleusis. On voit que l'histoire des champignons et l'histoire de l'humanité est indissociable et que finalement, c'est comme si les champignons avaient mis au point un cadeau savamment élaboré au cours des millénaires qui s'appelle la psilocybine, qu'ils ont offert ça à l'être humain. Et même il y en a qui disent que c'est intelligent de leur part parce que c'est une symbiose entre l'homme et le végétal. C'est-à-dire que rendant service à l'homme va développer ou va rechercher ses champignons, les consommer, et en même temps favoriser la dissémination des spores du champignon, donc la reproduction du champignon. En fait, c'était un très beau moment, je m'en rappelle encore très bien. Et il avait préparé une tisane avec des champignons séchés. J'ai bu ça et en fait c'était assez intéressant parce que j'ai eu la sensation de retrouver comme une vieille connaissance. Je parle pas de gain, je parle vraiment de l'effet que ça a produit sur moi. Une impression quasiment immédiate de jubilation profonde et vraiment de retrouver quelque chose en fait. Voilà, clairement ça m'a apporté beaucoup de vision, de connaissances et d'enthousiasme, de joie profonde aussi. Parce que reconnecter avec des choses essentielles, le plaisir de respirer, de sentir son corps, le plaisir de goûter un aliment sain, bon, des choses, redécouvrir en fait, comme un enfant qui découvre la vie, en fait, retrouver des plaisirs oubliés où on fait plus attention, c'est acquis, mais en fait non, la magie, elle est présente dans chaque seconde de la vie, quoi, dans chaque inspiration. Il y a l'énergie qui nous fait vivre, quoi. Alors l'énergie, elle est moléculaire peut-être, les atomes d'oxygène, tout ça, mais en fait, il y a beaucoup plus que ça. Et ça, soit on peut en avoir l'intuition, ou on peut le sentir, en fait, justement, quand on est dans certains états. Et là, ça peut être les champignons, ça peut être d'autres disciplines, enfin voilà, donc voilà, une sorte de reconnexion avec un être profond. Les psychédéliques ont souffert de 4 fausses informations pour des raisons politiques et pas du tout des raisons médicales ou scientifiques. Et ces 4 fausses informations, c'est 1, ils sont inutiles, 2, ils sont dangereux, 3, ils créent une addiction, 4, le meilleur service à rendre à la société, c'est de les interdire. Donc tout ça c'est faux, c'était démontré. 1, ils sont utiles, notamment les champignons à psilocybine, ils ont été montrés comme très utiles dans la dépression, résistante aux antidépresseurs, dans des troubles addictifs, comme par exemple addiction à l'alcool ou addiction à la nicotine, ou dans ce qu'on appelle les syndromes de stress anxio-dépressif liés à une fin de vie, à une maladie terminale à court terme. Deuxièmement, ils ne sont pas dangereux, parce que dans les études justement qui ont été dans des recherches, dans des cliniques modernes, avec tout un protocole scientifique tout à fait rigoureux, il n'y a pas eu de problème, ou pas plus qu'une psychothérapie normale on va dire. Troisièmement, ils sont addictogènes. Non, je viens de dire que justement, ils traitent les addictions. Ça ne peut pas être addictogène parce que ça n'est pas les mêmes circuits. Les circuits, c'est les circuits de la sérotonine, les psychédéliques classiques majeurs, genre le LSD, la DMT, la psilocybine. Alors que les drogues addictive, c'est la dopamine, le circuit de la récompense. Et quatrièmement, de dire que c'est les interdire qui rendent le plus service, non, les interdire, ça les rend dangereux. Donc les champignons à psilocybine, ils sont utiles, ils sont pas dangereux, ils sont bons pour soigner les addictions, et il faut surtout pas les interdire, mais permettre à la recherche scientifique qui est suffisante maintenant de tirer ses conclusions et d'autoriser une mise sur le marché dans des conditions strictes. Évidemment, ce sont des super médicaments, donc il faut des super précautions. C'est-à-dire qu'il faut des séances de préparation avant, un accompagnement professionnalisé pendant, puis des séances dites d'intégration ou d'assimilation de ce qui s'est passé, à viser d'utiliser au maximum de potentiel pour la guérison psychique ou physique des affections. Dans les Métamorphoses du poète latin Ovide, des hommes naissent de champignons fécondés par la pluie. Puis ils se transforment prenant la forme d'animaux ou de végétaux. Tous ces êtres semblent obéir à une loi implacable et insaisissable, celle de la transformation du vivant, où la différence entre la vie et la mort n'est qu'imaginaire.
Les champignons ne seraient-ils pas les gardiens de cette loi naturelle dont parle le poète Ovide ? Les champignons, c'est la pierre angulaire entre la vie et la mort, c'est le pont entre la vie et la mort. Donc finalement, quand il y a beaucoup de morts, qu'est-ce qu'il faut pour régénérer la vie ? Il faut beaucoup de champignons d'une certaine manière. Les champignons, en fait, ils sont platoniciens d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'ils nous enseignent que la perfection n'est pas de ce monde. Ils nous enseignent que en fait, la vérité n'est pas dans la matière et que en fait, il faut s'élever au-delà de la matière d'une certaine manière. Et voilà, c'est peut-être ça aussi l'expérience psychédélique. C'est peut-être, si on part du principe que les champignons ont une conscience, c'est peut-être la conscience des champignons qui nous parle au travers de l'expérience psychédélique. On sait par exemple que les champignons peuvent contrôler l'attitude de certains insectes, les entomopathogènes avec le Cordyceps sinensis, le Cordyceps unilateralis, le Massospora cicadina, tous ces entomopathogènes en fait, qui manipulent le comportement de leur hôte. Et bien en fait, est-ce que... et d'ailleurs, il me semble que c'est le Cordyceps unilateralis qui sécrète des alcaloïdes qui sont proches du LSD. Et donc est-ce que le LSD qui vient de l'ergot de seigle, du Claviceps purpurea, et est-ce que finalement ce LSD, cette psilocybine, c'est pas une certaine manière qu'a le champignon d'essayer de nous communiquer une réalité métaphysique et de nous connecter à cette réalité métaphysique du monde? Pour moi, les champignons, ça ouvre la conscience. Et c'est pas forcément que les psylos, c'est même en fait de voir ce qu'ils sont capables de faire au niveau de notre santé. Moi en tout cas, ça m'a aidé à prendre conscience qu'il y avait beaucoup plus de choses dans la nature que ce que je me pensais en fait. Et en fait, tout est à disposition. La Terre nous donne tout ce qui est à disposition et c'est pour ça qu'il faut vraiment en prendre soin. Et qu'il faut arrêter de tout trop détruire, en fait, de trop être dans la destruction et de revenir aux choses plus simples, aux choses naturelles, revenir aux sources en fait, comme ce qui existait il y a très longtemps et on est en train de tout détruire et les champignons nous rappellent ça en fait, de revenir à l'essentiel et au naturel et au simple en fait. Pour moi, les champignons ont transformé ma vision de la société. Je vois la société mycélium à la place de la société verticale. Donc, bien sûr, il y aura toujours des gens qui vont décider, mais peut-être que les gens vont décider pour eux, même, avec une application sur leur environnement. Ils ne décideront peut-être plus pour les autres. Parce que la société verticale, c'est des gens qui décident pour les autres. Voilà. Ça déresponsabilise ceux qui sont en dessous et ça hyper responsabilise les gens qui sont au-dessus. Mais en même temps, ceux qui sont au-dessus, en étant hyper responsabilisés, eh bien, ils sont inatteignables. Bon. Donc, ils sont déresponsabilisés aussi, finalement. Les champignons nous amènent à sentir cette connexion avec la nature. Non, on ne devrait pas être les exploiteurs, mais les assistants de la nature, les stewards. Pas ceux qui abusent, qui prennent, qui extraient, mais ceux qui sont dans un échange de la nature pour qu'elle continue à pouvoir nous donner tous ces trésors sans l'avoir souillé, pollué, épuisé, quoi. Et les champignons donnent la consommation de champignons psychédéliques, je parle. Quand les gens le vivent, même dans une pièce, dans une clinique, dans une recherche, mais surtout dans la nature, ressentent cette proximité, ce cœur commun, cette communication subtile qu'il peut y avoir entre l'homme et la nature. Les champignons, ils se retrouvent partout et ils échangent avec tout le monde. Les humains, ça serait peut-être bien aussi que, puisqu'ils se retrouvent partout sur Terre, qu'ils commencent à échanger un peu plus avec les ressources que nous offre la planète. Et peut-être que là, on commencera à comprendre qu'en fait, la planète Terre, c'est un tout qui pourrait peut-être être vu comme un être vivant à part entière. Parce que je pense que c'est ça un des défis de demain, en fait. C'est réussir à vivre sur cette Terre en bonne intelligence avec tout ce qui nous entoure. On peut accéder à des états où on sent qu'on est un petit bout du tout, quoi, du tout universel, du tout cosmique. C'est très beau et ça inspire en fait un profond respect pour toutes les formes de vie. On sent la vie et ce qui est vivant est magique. On sent la terre sous le goudron qui est là comme une présence vivante et amie, nourrissante en fait, une humilité. Forcément, puisqu'on est un petit bout du tout, juste un petit bout du tout, et on s'insère dans quelque chose qui est gigantesque.
dont on ne saisit absolument pas l'ampleur. Mais c'est notre condition. Et c'est pas notre rôle d'en saisir la complétude en fait. Juste de sentir qu'on en fait partie, c'est déjà beaucoup. Et pour moi, c'est vraiment la magie du vivant. Et c'est quelque chose qui clairement peut être catalysé par les champignons.